Monaco vient d'effectuer la moitié du chemin qui mène à la phase de poule de la Ligue des Champions. Battu à Istanbul 2-1 lors du match aller du troisième tour préliminaire, les Monégasques ont renversé la situation mercredi soir au Stade Louis II avec une victoire 3-1 face à Fenerbahçe. Le grand artisan de cette qualification est un revenant prêté à Nice la saison passée. Valère Germain montre la voie en tout début de rencontre. Servi par Radamel Falcao, l'enfant du club, comme l'a rappelé Vadim Vassiliev en zone mixte, vient tromper le gardien turc 1-0 après 3 minutes. Pour son retour au Stade Louis II sous les couleurs monégasques, Germain est très remuant, mais trop court sur ce centre de Dirar. Servi par Sidibé côté droit, Dirar pénètre dans la surface et est accroché par Kaldirim, penalty pour Monaco. Falcao le transforme, 2-0, entame parfaite pour l'ASM, à l'image du Tigre, crédité d'un but et d'une passe décisive après 18 minutes. Fenerbahçe est en difficulté, gêné par l'agressivité et les intentions monégasques. Sur un long ballon de Skertel, Fernandao réalise un bel enchaînement. Nouvelle occasion pour les Turcs avec cette tentative de Salouchan qui passe juste à côté. Le seul point noir de la soirée, côté monégasque, intervient juste avant la mi-temps. Germain tente de servir Falcao dans la surface. Le Colombien se tient immédiatement l'arrière de la cuisse et est contraint de sortir, remplacé par Carrillo, 2-0 à la pause. Un peu avec douleur, mais j'espère demain les tests et on va savoir qu'est-ce que j'ai exactement. Changement total de physionomie en début de seconde période, temps fort de Fenerbahçe avec une première grosse alerte, Emenike trouve la barre de Subasic. L'attaquant nigérian ne manque pas sa deuxième occasion, centre de Skertel, Emenike reprend et réduit l'écart. Le but aurait dû être refusé pour une position de hors-jeu, 2-1, si le score ne bouge pas, il y aura des prolongations. Valère Germain, auteur d'un excellent match, place ensuite une belle tête captée par Taskiran. Le gardien turc sera battu 5 minutes plus tard, centre de Mendy, remise de Dirar, Germain reprend de volée. 3-1 pour l'ASM qui se qualifie donc pour les barrages. Adversaires potentiels, Manchester City, Villarreal, Porto, l'Ajax Amsterdam ou le Borussia Mönchengladbach. Tirage au sort vendredi à midi en Suisse, à Nyon. Je suis très heureux. On a bien commencé cette saison, donc c'est déjà sûr qu'on va jouer en Coupe d'Europe. Et là, aujourd'hui, on a vu un bon visage de Monaco, une belle équipe. Et surtout, je suis content sur la dynamique parce que c'est bien évident qu'on a pas mal d'arrivées. Il manque des automatismes, mais ce qui est très important, c'est la bonne dynamique. Donc, je pense que la saison avance, nous serons plus forts qu'aujourd'hui. On avait à cœur de se rattraper par rapport au match aller qu'on avait fait. On n'avait pas été bon, même si on n'avait pas été ridicule non plus. Mais voilà, on avait à cœur aussi de bien commencer la saison à domicile. On l'a plutôt bien fait en attaquant le match très fort. Et voilà, on a eu un petit coup de chaud au début de deuxième mi-temps où Fenerbahçe a poussé. C'est vrai que ce troisième but nous a fait du bien, même si à la fin c'était compliqué. Mais voilà, les plus belles victoires sont souvent comme ça à l'arraché, donc ça fait du bien. On a joué très bien et on profitait beaucoup les matchs. Depuis les premières minutes, on jouait avec l'intensité et avec la grinta et à la fin on a les qualifications. Tout le monde, l'équipe, les dirigeants, les supporters veulent retrouver la Ligue des Champions, c'est une évidence. Maintenant, on sait très bien que la route sera très très difficile. Oui, c'est que la première étape et là, on attend le tirage au sort, mais ça sera vraiment difficile. Mais on croit, on a une belle équipe, on a la volonté, on a l'envie, on a une bonne dynamique. Et on croit en cette qualification. La moitié du chemin est fait, il y a encore une grosse moitié, même la plus grosse à mon avis.
Donc on verra le tirage au sort, mais à mon avis on risque de tomber contre une grosse équipe, donc il faudra sortir encore 2 gros matchs pour espérer se qualifier. Valère, c'est un enfant du club et nous sommes très très contents qu'il est avec nous. Il a bien joué à Nice, mais on préfère qu'il joue à Monaco. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'AS Monaco Rugby. Le bureau directeur nouvellement élu a présenté au cours d'une conférence de presse les nouvelles orientations du club et les grandes lignes de son projet. L'objectif est simple, il s'agit de faire grandir le club. C'est des évolutions, comme vous l'avez dit, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas parce que le club grandit, le club se construit. Et aujourd'hui, nous avons 310 licenciés au club et une structuration qui est en marche. Et effectivement, on avait besoin de compétences au club. Les gens sont aussi attirés par l'aventure, donc spontanément on a fait des rencontres qui étaient très intéressantes et on s'est rendu compte que ce soit en principauté ou sur les alentours, il y avait des gens qui pouvaient amener une plus-value au club, encore une fois dans un souci d'évolution. Ils ont des missions particulières, mais ils vont intervenir dans tous les méandres de notre institution pour faire grandir ce beau projet rugby en principauté. Pour amorcer ce nouveau visage, le club a reçu un renfort de poids avec l'arrivée de Dan Luger, l'ex-international anglais, champion du monde en 2003. Il est le nouveau responsable du club des partenaires. Mon rôle, en fait, c'est d'aider avec le sponsoring et tous les partenaires. Donc ça, c'est un côté qu'ils ont bien fait déjà, mais les choses qu'on n'a pas vraiment fait, de faire venir tous les étrangers. Je parle de tous les anglo-saxons, les anglais, le Sud-Af, le Nouveau-Zéland, même tout le monde de la Scandinavie, tout ça, qui habite à Monaco, qui tiennent au cours le rugby, mais ils ne sont pas vraiment intégrés dans le club. Donc pour moi, le boulot, c'est de faire le sponsor, tout le monde de Monaco, de vraiment faire intégrer de la partie de le rugby, aider avec le sponsoring. Autre arrivée, celle de Ludovic Chambriard. Il entraînera les seniors et fera ainsi partager son expérience. Passé par Brive et Colomiers entre autres, son objectif sera de faire progresser les joueurs et de leur faire prendre du plaisir sur le terrain. Les objectifs viendront en fonction de la capacité à s'entraîner de manière correcte. Moi je suis un entraîneur professionnel, donc c'est vrai que je dois m'habituer à gérer des joueurs amateurs. Donc ça va être complètement différent, mais j'ai été vraiment attiré par le fait que le président soit quelqu'un de jeune et que le club s'entoure de jeunes pour essayer d'atteindre l'objectif qui, à mon avis, à Monaco peut être vraiment intéressant. Donc pour moi, l'objectif, comme tout entraîneur, je pense, qui arrive dans une équipe, c'est de monter. Alors après, on va évaluer le niveau technique de nos joueurs, le niveau physique de nos joueurs. On va essayer de produire un très beau jeu pour que les Monégasques qui viennent voir les matchs prennent vraiment du plaisir. Et je pense que si tous ces ingrédients sont réunis, il n'y aura pas de problème quant à une éventuelle montée. Les catégories jeunes n'ont pas été oubliées dans ce projet. Benjamin Bestali, qui occupait le rôle d'entraîneur-joueur la saison dernière, devient le directeur technique de l'école de rugby et des jeunes. Dans quelques jours, il va participer à ses 3e Jeux Olympiques. Une confirmation pour Yann Siccardi. C'est ici au Stade Louis II qu'il a fait ses débuts, ses premiers enchaînements sur le tatami du judo club de Monaco. Ses amis, sa famille le décrivent comme quelqu'un de réservé, d'appliqué et de constant. À 14 ans, l'enfant du judo monégasque décide de se perfectionner en partant étudier à l'INSEP à Paris. Un choix payant, un choix gagnant pour le compétiteur qu'il est. Yann a toujours été quelqu'un de très réservé, mais de très très constant et quelqu'un qui essaye de comprendre la technique. Alors que beaucoup de judokas, surtout très jeunes, font ça de manière instinctive. Yann, lui, voulait savoir pourquoi ça marchait, pourquoi il arrivait à faire tomber ses partenaires et ses adversaires. Et ça, c'est une marque de fabrique, parce que ça différencie un judoka appliqué, instinctif, de quelqu'un qui veut aller plus loin et qui peut aller plus loin. Parce que quand on comprend ce qu'on fait, là on devient beaucoup plus efficace. Il aime la compétition. Quel genre de judoka? Impliqué, investi. Ça fait un moment qu'il vit sur Paris. Depuis qu'il est junior, il s'investit durement. Il avait intégré l'INSEP tôt. Il a continué de s'entraîner là-bas. Et voilà, c'est quelqu'un d'impliqué qui mérite sa place au jeu. Une place méritée en effet, car Yann Siccardi a fini 9e aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et pour les Jeux de Rio, il peut compter sur le soutien de son club formateur qui suit avec attention tous ses résultats, à l'image d'anciens Olympiens monégasques ou de jeunes judokas en devenir. C'est un homme maintenant qui mentalement est très très fort,
D'ailleurs, il est passé à très peu de choses de se qualifier automatiquement grâce aux points et des tournois. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, enfin sur les dernières Olympiades, ça a été le plus fort. Il a fait la 9e place, ce qui est le meilleur résultat des athlètes monégasques quand même, il faut le rappeler, hiver comme été. Hein. Donc c'est vraiment très très fort. Et là, on lui donne encore une chance de prouver que c'était pas une erreur, que c'est bien par son entraînement qu'il est là. Et je pense qu'il va nous le prouver encore une fois car il est très très fort. Je ne l'ai pas vu depuis que j'ai appris cette sélection. Du coup, après, c'est un peu le grand du club, quoi. Enfin, Pour toi, c'est un grand judoka, Yann Siccardi? Oui, vraiment, oui. Qu'est-ce qu'il représente? C'est un peu l'idole de tous les petits du club. Tout le monde veut faire comme lui. Un modèle pour la jeune génération, un exemple pour sa discipline, une fierté pour son père qui l'a inscrit au judo dès l'âge de 4 ans. Depuis, Yann Siccardi n'a jamais baissé les bras. J'espère pour lui qu'il va faire le meilleur des résultats possibles dans sa catégorie. Il en est capable, Marcel croit en lui, ses entraîneurs à Paris croient en lui, tous ses collègues croient en lui. Il n'y a que lui des fois qui doute peut-être un peu, c'est un petit blocage psychologique. Comme il a expliqué, quand on vient d'un petit pays, au sein des grands États qui existent de par le monde, des grands États qui font du judo, on est tout petit, au début ça faisait un peu rire. Et de plus en plus, avec son sérieux, ses qualités humaines, il s'est fait des amis, il s'est fait respecter au sein de tout cet ensemble de judokas internationaux. Et il est reconnu et respecté. Il est même craint par beaucoup de judokas. On lui souhaite le mieux possible, les meilleurs combats possibles, le plus de combats possible, et peut-être pourquoi pas décrocher une médaille. Et le Judo Club de Monaco sera doublement mis sous le feu des projecteurs, car en plus de la participation de Yann chez les moins de 60 kg, le tricolore, Loïc Pietri, combattra lui aussi sur les tatamis brésiliens. Loïc, fils de l'entraîneur Marcel Pietri, formé à Monaco et vice-champion du monde de sa catégorie. Allez, Yann! Une nouvelle promenade pour les Monégasques et les touristes, les jardins de la grotte Saint-Martin. Situé dans la partie inférieure du jardin Saint-Martin sur le rocher, cet espace naturel était fermé au public depuis plus de 30 ans. Après 3 mois de travaux de réhabilitation, il vient de rouvrir au public. C'est un site qui avait été un petit peu oublié, puisque lors du réaménagement du jardin Saint-Martin en 1985, le gouvernement avait souhaité le fermer, puisque c'était une zone qui était dans une insécurité au niveau de l'accueil du public. Donc on l'avait un petit peu oublié. Mais on s'est aperçu que malgré tout, depuis l'année dernière, même il y a 2 ans, on s'est aperçu que ça pouvait être un coin assez intéressant au niveau environnemental, puisque c'est un site où on peut trouver aussi bien une faune et une flore intéressantes, puisqu'il y a pas mal il y a des animaux patrimoniaux, il y a des végétaux également patrimoniaux, et surtout il y a une grotte, donc c'est la grotte Saint-Martin. Les allées ont été remises en état, avec un enrobé rouge et des escaliers en briquettes. Des garde-corps ont été installés afin de sécuriser l'accès au public, notamment sur la partie basse, surplombant la mer. Les arbres ont été taillés et élagués, et des bancs et une fontaine à eau ont pris place en plein cœur des jardins. Les plantes invasives ont été supprimées, les végétaux patrimoniaux, eux, ont été préservés, et des plantes essentiellement méditerranéennes ont été plantées. La station sismographe à l'intérieur de la grotte a été modernisée. D'après le musée d'anthropologie, ça a été la première où des recherches ont été faites. Il y a également le prince Albert Ier qui a aussi fait des recherches au début 1900. Et ils ont trouvé différents ossements d'animaux de la préhistoire. Et on pense même que les premiers habitants de Monaco habitaient peut-être dans cette grotte. À l'entrée du parc, un hôtel à insectes où se nichent une quarantaine d'espèces, des abeilles sauvages, des guêpes et des frelons. Des panneaux de signalisation seront prochainement installés, ainsi que des panneaux d'information sur la faune, la flore et les mesures sismographiques. Ah, j'en ai. C'est qui lui? Ah, c'est Electrode. Il est bien. Ah, oh, il est 435. Ok, au revoir.
Si ce langage vous est totalement inconnu, c'est que vous n'avez pas encore cédé à la folie Pokémon Go. Ce jeu vidéo des années 90 s'offre une deuxième jeunesse à travers une toute nouvelle application créée par Nintendo et Niantic. Alors que le jeu a été officiellement lancé en France à la fin du mois de juillet, un sondage IFOP annonce déjà que 9 Français sur 10 ont entendu parler de cette nouvelle application et que l'Hexagone compterait près de 6 millions de dresseurs. Pikachu et sa bande d'amis n'ont d'ailleurs pas hésité à passer la frontière monégasque puisqu'ils sont également nombreux à chasser les Pokémon dans les rues de la Principauté. En fait, ils font apparaître les Pokémon à différents endroits et ils nous géolocalisent et ils mettent des Pokémon un peu partout dans la ville pour que nous, après, on se balade. Il y a des Pokéstops où on fait tourner une petite boule, c'est où il y a des monuments et tout. Et là, on reçoit des boules pour pouvoir les attraper. Et après, le but, c'est il y a des arènes aussi, où on combat dedans contre d'autres personnes. Et le but, c'est de gagner, d'avoir le Pokémon le plus rare, le plus puissant. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, là-dedans ? C'est le fait de chercher les Pokémon dans la vie, comme ça, c'est bien. Moi, c'est le fait de pouvoir interagir avec le monde réel. C'est-à-dire que pour chasser, par exemple, ce Pokémon-là, il faut aller à cet endroit. Et c'est pas comme tous les autres jeux où on peut rester assis. C'est vraiment comme une chasse au trésor un peu. On doit chercher dans toute la ville le bon Pokémon et quand on le trouve après, on peut combattre ses amis, s'amuser et voir qui est le plus fort. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Pokémon Go ne s'adresse pas seulement aux plus jeunes. Toujours selon le sondage IFOP, les joueurs seraient en majorité des femmes âgées entre 18 et 24 ans. Nous prenons donc la direction du Rocher où nous retrouvons une autre chasseuse de Pokémon. Stéphanie nous attend au niveau d'un Pokéstop, des lieux matérialisés sur la carte et qui permettent de récupérer des objets pour avancer dans les différents niveaux. Stéphanie, vous êtes chasseuse de Pokémon, on peut dire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette application ? C'est extrêmement divertissant. Le fait que ce soit en réalité augmentée, ça change des autres jeux qu'on peut connaître actuellement. Et donc, non, je trouve ça. C'est un petit peu aussi un retour en enfance, en quelque sorte. Donc, j'aime bien. C'est vrai que là, c'était très addictif. Mais habituellement, non, je joue pas du tout au jeu. Mais là, c'est une exception. Et le côté qui permet de sortir dans la rue ? C'est vrai que cette application oblige un petit peu à faire des petites balades, mais c'est bien parce que du coup on visite un petit peu la région. Nous nous trouvons devant le musée océanographique. Cette institution monégasque a justement décidé de jouer le jeu et n'a pas hésité à afficher dès le départ la couleur sur sa page Facebook. Nos visiteurs sont utilisateurs de Pokémon Go et on a voulu faire ce petit cliché et leur faire c'est une touche humoristique en fait. On a posé la question à la société Niantic qui s'occupe de Pokémon. La réponse n'est pas encore en retour, mais on envisage d'accueillir un Pokémon à l'intérieur des aquariums. Et là, comment ça se passerait en fait ? Tout visiteur du musée pourrait avoir sa propre expérience de visite, en chassant quelques Pokémon bien spécifiques qu'on trouverait peut-être uniquement au musée. C'est une question qui est formulée. C'est devenu quelque chose qui est ancré dans le quotidien et les gens apprécient cette nouvelle technologie de la réalité augmentée. Et le musée qui est ancré dans son époque, justement, y réfléchit également. Voilà pourquoi on ne ferme pas du tout les portes à cette technologie. C'est donc dans l'un de ces aquariums du musée océanographique que le public pourra peut-être prochainement y chasser un Pikachu, un Bulbizarre ou un Salamèche. Alors que certains ont largement adhéré à ce nouveau phénomène de société, d'autres établissements sont restés plus réservés et ont préféré jouer la carte de la prudence en interdisant tout simplement la chasse aux petits monstres dans leur enceinte. Après avoir rencontré plusieurs critiques sur les dangers de son utilisation et après les différentes mises en garde formulées par les forces de l'ordre, l'application affiche quelques recommandations à chaque fois que les utilisateurs lancent le jeu. Mais une autre question se pose aujourd'hui, que deviendront tous ces chasseurs de Pokémon à l'heure de la rentrée scolaire ? Le temps nous le dira.
Alors que les esprits sont pour la plupart encore en vacances, l'école de Fontvieille prépare déjà sa rentrée scolaire et souhaitait informer les parents d'élèves des dates de rentrée des classes. Pour les enfants de l'école élémentaire, les retrouvailles avec leurs camarades s'effectueront le jeudi 8 septembre dans la matinée, en commençant dès 8h30 par les classes de CM2. Pour les maternelles, une journée porte ouverte sera organisée également le jeudi 8 septembre. Les classes débuteront quant à elles à partir du vendredi 9 septembre au matin. Et finalement, pour les élèves qui souhaiteraient bénéficier de la cantine, les demandes d'inscription devront s'effectuer au secrétariat de l'école du lundi 29 août au mardi 6 septembre. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.